Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau journal sur la RTNC. Un tueur en série est tombé entre les mains des services de sécurité. Plusieurs forfaits et actes criminels sont à charge de ces bandits hors pair qui enterraient ces victimes immédiatement après les avoir tuées. Vous allez suivre ces reportages dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa aujourd'hui au terme d'un séjour qu'il a passé à Brazzaville peu avant de regagner la capitale. Le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, sur des questions d'intérêt commun. Jusqu'à Koussema. Une visite officielle en pleine période de crise sanitaire mondiale, l'enjeu était donc détail. À Brazzaville, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont passé en revue des questions communes préoccupantes. En premier lieu, les deux personnalités ont évoqué la situation humanitaire des réfugiés congolais installés dans la localité de Makoti-Mpoko dans le département de Plateau à la suite des troubles survenus à Yumbi. Les deux chefs d'État ont harmonisé les vues sur les conditions de leur rapatriement. Il y a évidemment une grande, je dirais, intimité entre Denis Sassou Nguesso et moi, pour venir recevoir certains conseils et parler de certains problèmes à la fois de la région et même au-delà de la région. Mais il y a également les problèmes entre nos deux pays, comme celui des réfugiés de Yumbi qui sont à Makoti-Mpoko. Autre question cruciale évoquée au cours de ces échanges, la gestion commune de la pandémie de la Covid-19, avec en priorité les renforcements de la solidarité des deux peuples dans la riposte. En sa qualité de président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, le président Denis Sassou Nguesso a félicité son hôte de marque pour les efforts consentis dans la gestion de la pandémie et dans sa détermination de rendre effective la zone de libre-échange continentale. De son côté, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier vice-président de l'Union africaine, a remercié son homologue Denis Sassou Nguesso pour son implication personnelle dans les règlements du différend frontalier entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Après des fructueux échanges, le président de la République a regagné la capitale en fin d'après-midi de ce jeudi. Et puis sachez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris acte de la démission de Célestin Tunda Yakasende au poste de vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je vous convie plutôt à suivre la lecture de cette ordonnance avec le porte-parole adjoint du chef de l'État, Mme Tina Salama. Ordonnance numéro 20/071 du 15 juillet 2020 portant nomination à titre posthume d'un premier président de la Cour d'appel. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 82, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement en son article 11. Vu la loi organique numéro 08/13 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en ses articles 1er, 2, alinéa 1er et 2, 17, alinéa 7 et alinéa 1er et 2. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en son article 2, considérant que de son vivant, le magistrat Yanni Ovungu a fait preuve de disponibilité totale pour servir avec dignité et dévouement la justice partout au pays, vu le dossier personnel du concerné sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er.
est nommé à titre posthume au grade du premier président de la Cour d'appel le magistrat Yanni Ovungu, matricule D001 458. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 15 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 15 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongué-Léberand, directeur AI. Ordonnance numéro 20/0112 du 15 juillet 2020 portant acceptation de la démission d'un membre du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78 et 79, vu l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un premier ministre, revu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, spécialement son article 1er.2, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 14 et 36, considérant que le membre du gouvernement concerné a déposé sa démission volontaire du gouvernement, vu l'urgence et la nécessité, sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Est acceptée la démission de M. Célestin Tounda Kassende aux fonctions des vice-premiers ministres, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 15 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 15 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongué-Léberand, directeur de cabinet AI. L'état d'urgence sanitaire, les 6e du genre, sera levé le 21 juillet prochain. Les gouvernements de la République pensent déjà à la reprise effective des activités et au contour justement de cette reprise par le renforcement des mesures d'hygiène et des gestes barrières. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réuni aujourd'hui autour de lui quelques membres du gouvernement ainsi que les services concernés. Françoise Bouela. Prorogé pour la 6e fois par le Parlement, l'état d'urgence sanitaire cesse ses effets le 21 juillet prochain. Pour préparer la reprise, le gouvernement s'active. C'est dans ce sens que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni ce jeudi 16 juillet 2020 quelques membres du gouvernement et autres responsables des services concernés. Nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. Et la réunion a fini à déboucher par l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées. Et naturellement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va s'en saisir. Et le chef de l'État finira par dire ce qu'il entend par fin de l'état d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives du gouverneur en la matière seront respectées.
La réflexion pour les modalités qui vont accompagner la levée de toutes les interdictions et les libertés individuelles confisquées ont été lancées il y a quelques semaines par le chef du gouvernement, entouré notamment de la task force placée au niveau de la présidence de la République, du comité multisectoriel au niveau du gouvernement, sous le conseil technique de l'équipe de riposte que dirige le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Vous savez, l'état d'urgence a été décrété depuis le 24 mars dernier. Et il a été prorogé par non seulement les députés nationaux, mais aussi des sénateurs. Alors comme nous tendons vers la fin de cet état d'urgence, nous avons examiné autour du Premier ministre comment est-ce que nous allons nous organiser pour accompagner toutes ces mesures. Bon, la décision appartient au chef de l'État. Le chef de l'État, le président de la République, c'est lui qui annoncera toutes ces mesures. Bien entendu, il y a d'autres mesures aussi qui seront édictées par le gouverneur de province. Près de 5 mois après, les esprits sont préparés. Coupé du reste du pays, Kinshasa, la capitale, pourra à nouveau être connectée au reste de la République. C'est un bandit des grands chemins qui est tombé dans les mailles des filets des services de sécurité. Cet homme s'est illustré, vous allez le voir, par des tueries en série dans les périmètres de l'université de Kinshasa, notamment du côté intendance. Chaque fois qu'il tuait ses victimes, il les enterrait aussitôt après. Suivez ces reportages. Des squelettes humains enfouis sous terre, une découverte macabre que la police nationale congolaise vient d'effectuer dans les périmètres du CNPP, situé sur les hauteurs de l'université de Kinshasa. Une scène horrible et qui démontre à suffisance le degré de cruauté enregistré dans ces lieux, dont l'auteur, cet homme sans pitié, Emmanuel Kosimasabe, âgé seulement de 31 ans, enfin tombé dans le filet de la police. Je me rappelle de passage à cet endroit. Ces criminels me pourchassaient. La plupart de ces victimes, selon lui, des paisibles citoyens qui venaient fréquenter cet endroit pour des raisons de prière. Une fois n'est pas coutume, dit-on, grâce à cette femme venue au même endroit pour prier, a échappé belle aux menaces de mort proférées par ses bourreaux. Elle a fini par alerter un passant qui a maîtrisé ce bandit, ici arrêté par les hommes, en uniforme. Des ports privés pullulent à Matadi et la société commerciale des transports et ports SCTP fait face aujourd'hui à une concurrence déloyale. Le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Manzenga, a saisi le dossier à bras-le-corps et rassuré les agents de cet établissement public. Comme beaucoup d'entreprises du portefeuille, la SCPT ex-Sonatra est en perte de vitesse. Et pour cause, la concurrence de plusieurs ports privés à Matadi, la spoliation de son patrimoine immobilier et le réseau de la logistique terrestre, RLT, les arriérés de plusieurs mois de salaire de travailleurs, toutes ces questions et tant d'autres ont été présentées au ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazenga Mukanzu, par le président de l'intersyndicale de la SCPT, Armand Osassé Okitakoy. Dans notre cahier des charges tel qu'a été soumis à son excellence, il y a la déviation énorme des navires contre les intérêts de la société, parce que la SCTP, l'ex-Sonatra, est à face aujourd'hui de 5 ports privés au niveau des Matadi, et ces ports mettent la SCTP dans une situation de quasi-arrêt des activités d'exploitation. Il y a aussi les fils maisons, par exemple, des anciens directeurs qui ne veulent pas libérer les maisons de la société, d'autant plus qu'ils avaient touché même l'air d'école finale. Et notre souci de pilotage, c'est d'accompagner la relation de cette entreprise, de voir le travail de cette entreprise, toucher les salaires. Je crois qu'il y a une collaboration, ça débat par rapport à ça. Nous rassurons au nouveau mandataire et au gouvernement de la République que d'abord les intérêts du travail soient privilégiés. Le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazenga Mukanzu, a invité les travailleurs de la SCPT à accompagner la nouvelle équipe dirigeante, ce avant de promettre la convocation dans les meilleurs délais d'une réunion de toutes les parties afin d'apporter des solutions idoines aux différentes préoccupations.
Les étudiants, eux, préparent leur mental à la reprise effective des cours, même si ils attendent encore la communication officielle du gouvernement de la République. Leurs délégués ont échangé aujourd'hui avec les ministres de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, sur les préalables sanitaires avant toute reprise. Cette délégation des étudiants était venue suggérer au ministre de la Santé publique le dépistage en masse avant la reprise des cours et l'implication des étudiants dans la sensibilisation de la population à la lutte contre le coronavirus. Eteni Longondo, ministre de la Santé, a prêté oreille attentive à leurs préoccupations et a répondu favorablement. Satisfait de cet entretien, la présidente nationale des étudiants explique. Nous étions venus discuter de l'éventuelle reprise des cours, étant donné qu'au niveau de l'enseignement supérieur, après notre rencontre avec le ministre de l'enseignement supérieur, il nous a été précisé que tout dépendait bien plus du niveau de la maîtrise de la pandémie, et nous avons discuté sur la prise en compte des innovations des étudiants sur le contexte de Covid-19, et le ministre nous a rassuré que cela sera pris en compte et supprimé, pourquoi pas. Ensuite, nous avons discuté sur la possibilité de disponibilisation des masques et de différents kits afin de rassurer que lorsque nous allons reprendre les cours dans nos universités, qu'il n'y ait pas un grand nombre de contaminations. Les cours reprendront, et il serait important aussi de signaler que dans les prochaines semaines, il y aura des séances de formation avec les différentes équipes de coordination des étudiants qui seront promis à la sensibilisation de nos pairs. Le ministre de la Santé se bat sans relâche pour ne pas perdre cette année académique, tout en précisant qu'avant la reprise des cours, une réunion stratégique sera tenue avec les équipes des étudiants qui seront formés dans le souci de rompre la chaîne de propagation. L'Union mondiale des jeunes chrétiens IMCA est rentrée dans ses droits. Elle vient de retrouver ses titres de propriété longtemps spoliés par des inciviques, des titres remis par le ministre des Affaires foncières. Il aura fallu plus de 2 ans à la représentation de l'Union mondiale chrétienne, des jeunes gens et jeunes filles IMCA RDC de récupérer une partie de ses patrimoines immobiliers basés au Congo central, perdus depuis plusieurs années successives, et ce, grâce à l'implication personnelle du ministre national des Affaires foncières Aimé Sakombi Molendo, qui a pris à bras-le-corps les dossiers IMCA. Après une brève présentation de la synthèse de toutes ces opérations, le ministre des Affaires foncières a procédé à la remise officielle aux représentants légaux et président national de l'IMCA RDC, Jimmy Mayulu Mayama, des titres de propriété, la circonscription foncière des Matadi, Boma ainsi que des Moanda, tout en rassurant ses hôtes de sa franche collaboration. Un geste salué à juste titre par le numéro 1, la représentation de l'Union mondiale chrétienne des jeunes gens et jeunes filles, IMCA RDC. Dans la réussite de ces opérations, les conservateurs des titres fonciers ont été également mis à contribution sonore. Précisons-le que l'IMCA RDC, à travers ses unions locales comme entité de base, poursuit comme entre autres objectifs de lutter contre l'immoralité et encadrer les jeunes en vue d'assurer leur formation. Aujourd'hui, c'était la remise officielle des titres de l'IMCA à son président national qui, au fait, pourra en faire jouissance comme un bon parent. Voilà l'essentiel de notre rencontre de ces 4 années. La reprise des activités, c'est à tous les niveaux, même dans les domaines des sports. Le ministre des Sports, Amos Mbayo, a visité les centres de dépistage au coronavirus basés au stade de Martyr, et puis de nouvelles constructions dans le domaine des sports, justement dans la province de l'Ituri. Amos Mbayo a évoqué la question avec la ministre provinciale des sports de l'Ituri en séjour à Kinshasa. Bienvenue Yaï. La ministre provinciale de la Jeunesse, Sport et Loisirs de l'Ituri a été l'hôte du ministre national des Sports, Marcel Amos Mbayo Kitenge. Il a été question de la réhabilitation et des projets de construction des infrastructures sportives viables à la province de l'Ituri. Comme c'est une nouvelle province, il fallait quand même lui faire rapport par rapport à nos attributions, c'est qu'on aimerait aussi faire des innovations. On aura des suites dans les jours à venir. Le ministre des Sports, Marcel Amos Mbayo Kitenge, a par la suite effectué une visite
visite au centre de dépistage des masses implanté au stade des Martyrs. Soucieux de voir ses compatriotes, notamment les dirigeants sportifs, joueurs, les staffs techniques ainsi que médicaux des équipes de football, se faire soigner à temps. Question d'augmenter les chances de guérison. Marcel Amos Mbayo Kitenge a par ailleurs procédé à la visite du stade Tata Raphaël, l'un des sites retenus qui abritera le village des 9e Jeux, la francophonie. Ça sous-entend que les activités sportives vont devoir reprendre. Il fallait d'abord sensibiliser les présidents des différentes fédérations pour les examens médicaux, parce que ça c'est une urgence. Il faudrait qu'ils se mettent en ordre, que tous les athlètes avant de commencer, que ce soit les entraînements au niveau de leur base, doivent impérativement passer au Centre national de médecine du sport pour un contrôle médical. En tout cas, le plus dur est fait. Maintenant, on commence à rentrer dans la partie esthétique. La seule partie en gros œuvre qui nous reste à faire, c'est la partie de la tribune d'honneur et les cabines presse et adjacentes qui restent à faire. Et dans 3 semaines, on commencera à faire le visible. J'espère que quand on aura fini, ce sera le lieu où les gens auront le plus envie de venir voir des matchs et vivre des événements. Rappelons-le que les reports des Jeux de la francophonie pour 2022 en raison de la pandémie de Covid-19 a été demandé par la République démocratique du Congo, organisatrice de l'événement sportif et culturel, par une lettre officielle. Vous l'avez remarqué, le ministre des Sports Amos Mbayo a visité le stade Tata Raphaël en pleine rénovation. Ce stade va abriter les 9e Jeux de la francophonie. C'est un projet qui a donné beaucoup d'espoir aux Congolais et pourtant aujourd'hui le projet Bukanga Lonzo passe pour un éléphant blanc. Les chefs coutumiers du secteur réclament leur droit de terre pour que ces projets soient viables. Suivez ce reportage. Conçu pour alimenter Kinshasa, la capitale, et les provinces environnantes, le projet Bukanga Lonzo paraît aujourd'hui comme un éléphant blanc. Ce parc agro-industriel a été au centre de l'entretien qu'a eu le ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Maître Erol Michel Mvunzimea, avec les chefs coutumiers des groupements Takunzi du secteur de Bukanga Lonzo de la province de Kwilu. Ces chefs coutumiers réclament une seule chose, leur droit de terre qui devrait être payé après l'acquisition de terres de Bukanga Lonzo. Mabele à part que topesa ezali intérêt pour la population congolaise. Nous sommes venus voir le ministre pour lui parler du dossier Bukanga Lonzo. Nous, les chefs coutumiers du groupement Takunzi de Bukanga Lonzo, nous demandons à l'État de nous payer nos droits de terre pour que ce parc de Bukanga Lonzo donne une meilleure production. Parce que la population congolaise a bénéficié. Il faut rappeler que lors de son discours à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale qu'internationale, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a demandé que l'on ne puisse plus revivre le coulage de recettes publiques en RDC en citant nommément ces projets de Bukanga Lonzo. Le développement communautaire est l'une des priorités du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs jeunes seront formés pour deux métiers pour qu'ils soient justement utiles à la société. Les conseillers du chef de l'État, M. Philippe Ngwala, a échangé sur la question avec le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à l'amélioration du tissu économique et celle des conditions de vie des Congolais. Voilà pourquoi il a mis sur pied la cellule de l'appui au programme d'urgence intégré au développement communautaire. Son coordonnateur, M. Philippe Ngwala Malemba, conseiller spécial du chef de l'État en charge du développement communautaire, a effectué une mission dans la province du Congo central où il a procédé à l'identification des filières dans lesquelles plusieurs jeunes vont apprendre une série de métiers pouvant leur permettre, après la formation, de devenir entrepreneurs pour la création de richesses. C'est un service spécialisé, créé et mis en place par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son Excellence le gouverneur nous a reçus pour cette audience de civilité et pour obtenir ses orientations et sa bénédiction. Après consultation, nous allons avoir une liste de filières qui seront choisies, qui sont intitulées filières à grand potentiel de création d'emplois pour la province du Congo central. Maintenant, une fois que ces filières sont choisies, nous allons, à base de ces filières, élaborer des projets qui seront des projets bancables, structurants,
transformateur. Toujours dans le Congo central, le coordonnateur des CAPIDECI a échangé avec les structures qui interviennent dans le développement communautaire, notamment le groupe des institutions publiques, le secteur privé, la société civile et les associations de jeunes. Peu avant, M. Philippe Ngwala Malemba, coordonnateur de ces structures et conseiller spécial du chef de l'État en charge du développement communautaire, a conféré avec le gouverneur de cette province, Atoumatoubouana Nkoulouki. Dans leurs échanges, la question de la promotion de la jeunesse congolaise en général et celle de l'espace Nikongo en particulier. Lancé depuis 2009, le budget participatif fait aujourd'hui l'objet d'une évaluation minutieuse entre les experts de la Banque mondiale et ceux de la RDC. Ce nouveau mode de gestion couvre les 24 communes qui composent la ville-province Kinshasa. On fait le point avec Rikin Zouzi. C'est dans le but de renforcer le contrôle citoyen et la transparence dans la gestion des finances publiques que le gouvernement de la RDC, à travers les réformes du projet Profit Congo, financé par la Banque mondiale, a initié des actions visant à associer les communautés à participer au processus budgétaire et à accéder à l'information budgétaire. Depuis 2016, 16 communes de la capitale Kinshasa ont expérimenté le mécanisme du budget participatif pour s'étendre en 2017 sur les 8 autres communes restantes. 4 ans après, les acteurs au premier plan trouvent nécessaire de faire une évaluation globale du processus, constituant ainsi la 7e étape de la mise en œuvre. Nous sommes très fiers aujourd'hui de comprendre que ce qui constituait hier un projet devient une réalité. Donc les communes ont eu à mettre en œuvre le processus et on a demandé à ce qu'on puisse évaluer ensemble ce qu'on a fait, du moins pour l'exercice budgétaire 2019. L'évaluation en soi, c'est une étape qui vient clôturer le cycle du budget participatif. Il sera plus question d'examiner le déroulement du processus, les étapes et les principes standards du budget participatif selon son guide élaboré et validé par les experts internationaux en charge d'accompagnement, mais aussi de ressortir les forces, les faiblesses et les opportunités ainsi que les menaces éventuelles dans la mise en œuvre. Des recommandations seront formulées à la clôture de cet atelier de 2 jours par les bourgmestres des 24 communes, les membres du groupe de travail des ministères provinciaux des finances et du budget, les mandataires communaux et autres points focaux du budget participatif. Avant de refermer ce journal, direction tout d'abord le sud de la province du Haut-Katanga. Le territoire des Sakanya offre d'énormes potentialités, notamment énergétiques, des potentialités d'investissement. L'ambassadeur de Tunisie en RDC ainsi que les membres du club parlementaire conduit par l'honorable Serge Chembo ont passé en revue toutes ces offres d'investissement. Suivez plutôt ce reportage. La Tunisie disposait à investir dans le développement du territoire des Sakanya, dans le Haut-Katanga. Un point spécifique examiné au cours des échanges entre le membre du club parlementaire et l'ambassadeur de Tunisie en poste à Kinshasa. Serge Chembo Kondé, élu de ces territoires, a porté la voix de ses électeurs. Et pour ce qui nous concerne, nous, en tant qu'élus du peuple, on voudrait ramener le développement dans nos circonscriptions respectives, notamment en sollicitant différents partenariats. Et la République de Tunisie est prête à nous accompagner. Comme vous le savez, dans ma circonscription électorale de Sakanya, dans le Haut-Katanga, nous avons beaucoup de problèmes d'eau, d'électricité, ainsi que d'accompagnement à l'agriculture. La Tunisie a accepté de nous accompagner, d'amener des investisseurs capables d'investir dans le domaine de fabrication des câbles électriques, ce qui va créer de l'emploi au sein de notre circonscription électorale et aussi le développement dans notre territoire. Et la province du Haut-Katanga. Ces développements tant souhaités passent par la formation, d'où la nécessité des investissements massifs dans la formation. L'élu de Sakanya, doublé d'un esprit managérial, rassure quant à la poursuite des discussions pour matérialiser ces partenariats en vue avec cette entité administrative qui offre plusieurs opportunités. Fin de ce journal réalisé par Jean-Pierre Chibango. Merci à toute l'équipe technique et à l'ensemble de la rédaction. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 0h.
Dans une présentation signée Nadine Kilosho Mastadjabou.